Et nous sommes de retour en direct dans notre émission Réponse consacrée ce soir aux élections législatives sur la circonscription Centre-Atlantique. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans cette émission. 4 candidats nous ont rejoints sur ce plateau pour le 3e et dernier débat de la soirée. Marie de Virginie de l'Union populaire républicaine, bonsoir. Bonsoir. Marie-Hélène Marthe dite Surélie, vous êtes la candidate sur cette circonscription de Lutte ouvrière, combat ouvrier. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Joanne Godou, candidat du Cercle démocratique martiniquais. Bonsoir. Bonsoir Madame Milas. Et Fabrice Dunon, candidat du MIM Grand Semblé. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Alors, représenter un parti, défendre des idées, des projets, servir sa cité, les motivations des candidats sont souvent multiples. Alors, vous, ici présents, qu'est-ce qui vous pousse à briguer ce mandat? C'est l'objet de notre premier thème dans ce débat. Alors, Marie de Virginie, je le rappelle, vous êtes membre donc, de l'Union populaire républicaine. Vous avez fait votre entrée dans l'arène politique locale à la faveur des dernières présidentielles en tant que porte-parole en Martinique du candidat François Asselineau. L'UPA présente 4 candidats pour ces législatives, dont vous. Alors pourquoi, pour vous, le choix de cette circonscription du Centre-Atlantique? Parce que je vis au Lamentin et que ça me paraissait un choix judicieux. Voilà. Très bien, alors merci pour cette réponse très claire, puisque effectivement on interroge aussi l'ancrage local. C'est une élection nationale avec un ancrage local, donc vous rayonnez sur cette circonscription parce que vous y vivez, vous avez une connaissance des problématiques de cette circonscription. Oui, mais en fait, moi, ce que je retiens, c'est que c'est avant tout un mandat national. C'est vrai qu'il faut un ancrage local, mais je ne suis pas certaine que la bonne idée, ça soit de saucissonner la Martinique et de faire campagne sur des communes, sur des quartiers. Enfin, on est là pour représenter la Martinique et je suis avant dans tout votre martiniquaise. Campagne, vous rayonnez sur la circonscription quand même. Oui, non, je me présente dans cette circonscription, mais j'ai vocation à représenter la totalité de la population martiniquaise. Très bien. Marie-Hélène Marthe dite Surélie, secrétaire générale de la CGTM Agriculture. Vous êtes candidate donc sous la bannière, on l'a dit, de Lutte ouvrière, combat ouvrier, dans cette circonscription où l'agriculture occupe une place importante. Alors, on a eu déjà plusieurs candidats de votre formation politique qui disent chacun qu'ils ne sont pas là pour gagner, mais pour porter une voix. C'était également votre position. Vous êtes là pour porter la voix des travailleurs agricoles? Eh bien oui, si moi là, c'est pour moi représenter le camp des travailleurs, des retraités, des jeunes, des chômeurs. Et c'est pour ça que moi là, parce que le regard des paysages politiques là, bien, la voix des travailleurs n'est pas représentée. Voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas dans une dynamique de victoire particulièrement, c'est pas ça votre objectif premier? Eh bien, si nous ni en victoire, ça veut dire que ni en conscience du peuple, ni en conscience des travailleurs qui permettent que nous brillions en victoire. Mais on a bien l'impression que vous dites, c'est pas par la voie des urnes que les choses vont changer, ou si elles changent par la voie des urnes, c'est par voie de conséquence, parce que préalablement, dans la rue, l'un de vos confrères, candidats du même parti, disait c'est parce qu'il y a eu des mouvements populaires qui ont fait bouger les choses. Mais, donc, est-ce que clairement vous appelez à ce que les gens descendent dans la rue pour changer les choses? Eh bien, si population qui descend dans la rue pour faire les choses bouger, oui, parce que au regarder le contexte là que nous vivons là, c'est la souffrance qui en dit d'un. Son seul bagage qui fait que nous avons changé, c'est en mobilisation. Mais les principales victimes... Et nous avons des marches justement de conscientisation et que de faire peuple réagir, de faire travailler réagir pour nous monter en parti, pour nous créer un parti ouvrier, pour justement parler au nom des ouvriers. Alors, le constat, c'est que après 2009, quand on mesure le degré d'impact, les gens qui ont le plus souffert de cette grève et des conséquences de la grève, c'est quand même pas les capitalistes,
c'est aussi et surtout les gens les plus démunis. Est-ce que l'un des effets des mouvements populaires, c'est pas aussi d'aggraver la situation quand tout ça n'est plus contrôlé? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ça, en monde obtient, tout ça en ouvrier obtiennent, je dis jour, c'est par la lutte. Même et puis ça qui était d'accord et puis lutte là, qu'on ça qui contre lutte là. Tout ça nous obtiennent, c'est par la lutte. En 2009, combien de monde y a mené à l'hôpital? En 2009, combien de monde qui était sans manger? En 2009, est-ce que l'ambulance, ou un médecin, ou un gendarme, non, ou tenu un cri d'alarme de la population parce que tu as souffert. Et c'est pour les raisons pour lesquelles ils ont trouvé qu'il n'y a rien. Et ça n'a rien à changer beaucoup depuis. Eh bien, pour qu'en situation changée, il faut que le capitalisme change de position. Il faut que la classe ouvrière rive fait autant que you là, parce que ni en souffrance. Et tant que le capitalisme a dominé, c'est pour ça le peuple a souffert comme ça. Et c'est à l'occasion des élections législatives. Pour vous, les élections législatives sont un moyen de faire changer les choses? Eh bien, exemple, nous avons un gouvernement qui est élu. Premier bataille, c'est Code du travail là. Est-ce que ces populations, ces travailleurs qui disent nous n'avons pas de problème et puis Code du travail là, il faut couper. Madame Surilli, on va y revenir. Johan Godou, vous êtes le président du Cercle démocratique martiniquais. On peut dire président? C'est bien ça, président. Voilà, ok. Président du Cercle démocratique martiniquais, conseiller municipal d'opposition au Lamentin. Vous lancez dans votre première élection législative? La deuxième. La deuxième élection législative. Et vous n'hésitez pas à rendre hommage à l'action du député sortant Alfred Marie-Jeanne et ses 20 ans de députation célébrés cette année. Beau geste, bel esprit. Est-ce que c'est aussi une façon de tenter de récupérer quelques-uns de ses électeurs? Aucune récupération. Vous savez, quand on fait de la politique, il y a beaucoup de sacrifices auprès de la famille, de son entourage. Il faut savoir saluer, même si on n'est pas en accord total avec les actions qui ont été mises en place ou qui ont été défendues, saluer l'engagement d'un homme politique qui prend sa retraite. Vous savez bien que j'étais candidat avec des matières face à Alfred Marie-Jeanne. On lui a dit ce qu'on avait à lui dire. Lorsque je le croise dans la rue, on discute. Donc, il sait très bien quelle est ma vision de la politique martiniquaise, mais cela ne m'empêche pas de saluer un homme politique qui s'est battu pendant des années, parce qu'il faut savoir en politique rester autant d'années, parce que c'est très difficile. Alors, on connaît votre ancrage politique au Lamentin. 2014, élection municipale, vous emportiez, votre liste emportait 5,65% des suffrages. Qu'en est-il dans les autres communes de la circonscription? En 2012, nous avions réalisé 1406 voix, si je ne me trompe pas. Il y a un travail qui a continué sur le terrain. Et nous, au Cercle démocratique de la Martinique, nous disons que gagner en politique, ça passe par gagner par les urnes, certes, mais ça passe surtout par gagner le cœur du peuple martiniquais. Et c'est dans cette dynamique-là que nous nous trouvons. Peu importe le nombre d'années que ça prendra pour qu'on puisse changer les orientations de la société martiniquaise. En plus, vous avez de la marge, vous êtes fort jeune. Ans. Voilà, vous avez 29 ans, vous avez le temps. C'est pas parce que j'ai 29 ans qu'il y a de la marge. Je vous rappelle que lors de mes formations politiques sur le plan national, aujourd'hui, sur le plan national, tous ceux qui ont été formés avec moi sont maires, sont présidents de communautés donc vous êtes en retard. Voilà, ils sont en retard en Martinique parce qu'il y a un problème en Martinique où certains ne veulent pas favoriser le renouvellement de la classe politique. C'est pour ça que nous avons créé le Cercle démocratique de la Martinique, où des jeunes dynamiques, des jeunes responsables ont décidé d'écrire une nouvelle page de la société martiniquaise de par eux-mêmes. Alors Fabrice Dunon, directeur de cabinet de Joseph Perras, le maire du Marigot, vous avez été élu dans l'opposition au conseil municipal du Lamentin. C'est ça. Et à la CACEM en 2014, mais frappé d'inéligibilité en 2015. Oui, dans les circonstances particulières. Voilà, suite à une décision préfectorale, dépassement de 260 € à peu près dans vos comptes de campagne. C'est ça. Et c'était en pleine campagne de la CTM. Mais à l'époque, vous aviez dénoncé des pressions politiques. Aujourd'hui,
le climat semble plus serein. Vous abordez votre première élection des législatives avec la bénédiction du député sortant Alfred Marie-Jeanne. Avec son soutien. Êtes-vous aujourd'hui dans le centre atlantique, le Jean-Philippe Nilor d'hier dans le sud? Je ne répondrai pas à cette question de manière, je pourrais dire, affirmative. Il ne vous a pas échappé, Kathleen Bilas, que je me suis déclaré en novembre 2016 et que 2 semaines après ma déclaration de candidature, Alfred Marie-Jeanne m'a apporté son soutien. Et également, son soutien s'inscrit dans un élan de soutien, puisqu'il y a le Palima qui me soutient aussi, il y a Martinique Écologie, il y a le CNCP qui me soutient, le Parti communiste qui me soutient, le Lamentin, la Relève qui me soutient. Il y a des organes. Le RDM a son candidat, que vous avez interviewé tout à l'heure. Oui. Donc, il y a des soutiens, mais surtout, il y a le soutien du peuple. Maintenant, des hommes tels Alfred Marie-Jeanne, des femmes telles Marie-Hélène Léotin, qui me soutiennent, c'est un honneur que je n'entends pas trahir. Alors, il y a un autre candidat qui revendique quelques soutiens forts d'indépendantistes, c'est Philippe Edmond Mariette. Alors, que répondez-vous? Est-ce que vous partagez les soutiens indépendantistes au Lamentin notamment? Qui est le vrai candidat du Grand Assemblée? Qui est-ce qui est le candidat effectivement soutenu par Alfred Marie-Jeanne? Jusqu'à quand il faudra qu'Alfred Marie-Jeanne passe et repasse à France Antilles, à la radio et à la télé pour dire qu'il soutient uniquement Fabrice Dunon dans le centre? Lorsque je passe dans le centre avec les amis, les équipes, et que je dis qu'Alfred Marie-Jeanne me soutient, contrairement à d'autres, je ne mens pas. Mais est-ce que, pour quelle raison vous êtes obligé de le répéter? Non, je ne suis pas obligé de le répéter. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question pour faire la différence entre moi et un autre. Et je vous réponds que lorsque je dis, Fabrice Dunon, avec mon équipe, qu'Alfred Marie-Jeanne me soutient, je ne mens pas. Le soutien qu'Alfred Marie-Jeanne vous apporte est explicite, c'est vrai, notamment à travers un discours où il dit qu'il a ramassé un flambeau dans le sud pour vous le passer dans le centre. Vous avez entendu ces propos et qu'est-ce que vous en pensez? Il était juste en face de moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'entends prendre ce flambeau à 2 mains, tout simplement parce que c'est un flambeau qui est symbole de lumière, qui est symbole d'espoir, qui est symbole aussi d'engagement politique, de conviction politique et aussi de service pour le peuple martiniquais. Donc ça répond à ma première question. Non, ça ne répond pas du tout à votre première question, parce qu'il a dit dans ce discours qu'il tend le flambeau à d'autres mains, dont celle de Fabrice Dunon. Oui, il a surtout dit qu'il l'a ramassé parce que quelqu'un l'avait laissé tomber, entre guillemets. Ça, c'est notre interprétation, parce que quand on ramasse un flambeau, c'est qu'il est tombé. Est-ce que vous me permettez de me focaliser sur la circonscription centre? Non, mais on parle de vous, hein. On parle de vous. Oui. On essaie de vous entendre sur le fait qu'un flambeau qui avait été laissé par quelqu'un qui l'avait reçu d'Alfred Marie-Jeanne, qui est tombé, a été ramassé par Alfred Marie-Jeanne et vous a été tendu et vous l'avez accepté. J'ai accepté le flambeau qui m'a été tendu, tout simplement parce que je crois, et c'est là le sens de mon engagement politique. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Il y a toute une génération qui a servi la Martinique depuis les années 70. Aujourd'hui, cette génération-là entend transmettre à ma génération le flambeau pour servir aussi la Martinique. Parce que la Martinique a besoin de renouvellement de méthodes, de renouvellement de pratiques. Contrairement à ce que disait M. Goudou. Un renouvellement de pratiques politiques. Ce n'est pas anodin que Marie-Hélène Léotin soit ma suppléante. Nous nous inscrivons réellement dans cette transmission tant des tâches, des responsabilités et aussi des engagements. Alors, Fabrice Dunon, vous avez, on l'a dit, hein, le soutien du député sortant, mais est-ce que malgré tout, par rapport à d'autres candidats dans cette circonscription, est-ce que, Fabrice Dunon, vous ne souffrez pas d'un déficit de notoriété? Beaucoup de gens disent, mais c'est qui Fabrice Dunon? C'est exactement la même chose qu'on disait pour Emmanuel Macron. Donc si l'argumentaire des uns et des autres se réduit à ça, le boulevard est réellement ouvert me concernant. Donc vous reconnaissez quand même que vous n'êtes pas forcément très connu je préfère être au contact du peuple et me crier politiquement comme je suis en train de le faire que d'avoir une notoriété qui est mauvaise due aux résultats présents. Oui, parce que notoriété ne veut pas dire... À cause des nombreuses années d'engagement politique qui sont aujourd'hui la conséquence de la situation martiniquaise.
Donc, je préfère me construire dans le peuple, avec le peuple et à côté du peuple. Alors pour nos députés, choisir un groupe politique est important pour offrir le meilleur écho à leurs idées et à leurs projets pour la Martinique. D'où cette question cruciale, où les candidats ici présents vont-ils siéger s'ils sont élus, Eddy? Marie de Virginie, l'UPR. Bon, Je vais même faire le coup du Front National. Hein. Si vous voulez. Non, surtout Vous voulez pas. que je vous le refasse? Non. Ça fait 3 candidats, je crois qu'on va... Vous voulez m'imposer les questions que j'ai à vous poser? Non, mais je vous en prie. Vous ne devriez pas commencer comme ça parce que C'est fatalement, vrai. je vais C'est y vrai, arriver. c'est vrai. Donc il vaut mieux... Vous voyez, je n'avais pas l'intention, mais je suis sûr que je l'aurai dans quelques secondes. L'UPR, les statistiques ne sont pas très bonnes pour vous en termes de projection, mais il peut toujours avoir des surprises. Imaginons, faisons... Les projections un peu... en Martinique, vous voulez dire? Oui, projection en Martinique. D'accord. Pour les candidats, parce que vous êtes un parti nouveau, que les gens ne vous connaissent pas, donc on peut aisément penser que la révolution n'est pas pour tout de suite. Mais faisons malgré tout... de la politique fiction? Non, des perspectives. Si vous êtes élu député, où irez-vous à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous êtes plutôt résolument dans l'opposition? Parce que ce qui semble se produire, c'est qu'il y ait grosso modo que la bataille puisse se jouer entre deux grands groupes, soit Macron, soit les Républicains. Vous vous situez où si vous êtes élu? Dans l'échiquier politique? Voilà, à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, comme vous le savez, l'UPR en fait a comme nuance politique divers, c'est-à-dire qu'on est vraiment au-dessus du clivage droite-gauche. Et là, vous aussi? En ce qui me concerne? Non, l'UPR. Parce que ça, on n'a pas entendu ça beaucoup. Vous avez pas Parce entendu que quoi? l'autre candidat qui est au-dessus du clivage droite-gauche, c'est quand même Macron. Ah, c'est dans ce sens-là. D'accord. Mais oui, fatalement non. Vous suivez quand même l'actualité politique. Oui. Bon. Oui. Alors, vous oui. êtes dans l'opposition ou vous vous doutez bien qu'on est plutôt dans l'opposition. Les valeurs que représente Emmanuel Macron sont des valeurs du mondialisme, du globalisme, de l'ultralibéralisme, et c'est tout à fait contre tout ce qu'on défend. Donc évidemment, dès qu'il... Rien ne trouve grâce à vos yeux. Avec Emmanuel Macron? Oui. Vous savez ce que j'en pense. Hein. Emmanuel Macron, j'ai l'impression que tout le monde est frappé de stupeur, et, dans le sens magique. Et pour l'instant, il a un moment de grâce comme ça. Cet homme beau, brillant, vient d'être élu. Mon Dieu, c'est le renouveau. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'il était banquier. Et qu'il était pas seulement banquier, il était associé chez Rothschild. Mais j'ai rien contre les banquiers. Parce que dans la dialectique... C'est contre la finance que j'ai un problème. Ah, d'accord. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui sont banquiers. Hein. Mais je leur en veux pas. Qui sont salariés des banques. Et puis, c'est pas des traders. Vous savez bien que c'est pas que si la France est endettée à ce point-là, à peu près 100% du PIB de dette, c'est lié à la crise de 2008, c'est lié à la crise financière. Donc, en fait, que Macron sorte du giron de la banque de Rothschild, qui vienne et qui Deus ex machina, qui se fait élire comme ça. Oui, c'est vrai. Ça vous semble suspect? Mais oui, ça me semble suspect. Enfin, écoutez, vous n'allez pas nous faire le coup des complotistes qui disent que bon, la franc-maçonnerie. Est-ce que j'ai parlé de franc-maçonnerie? Non, mais quand vous dites que ça vous paraît suspect, c'est-à-dire qu'il y a quand même, plusieurs dizaines de millions de Français qui ont voté pour lui. Oui. Son élection vous paraît suspecte? Non, pas dans ce sens-là. Ne me faites pas dire ce que je dis. Non, mais c'est une question. Vous exagérez. Mais non, c'est pas son élection qui me paraît suspecte. C'est ce qui a poussé finalement Macron à se faire élire. C'est-à-dire que cet homme, on sait, les Américains ont fait des études et ils sont capables de vous dire que le temps de passage média que vous savez est directement lié au résultat que vous allez faire. Oui. Que cet homme a été ultra médiatisé et qui s'est retrouvé face à Marine Le Pen. Marine Le Pen, tout le monde sait que cette femme, que ce parti et que les Le Pen servent d'épouvantail. C'est-à-dire que vous mettez n'importe qui face à Marine Le Pen, la personne en face gagne. Elle fait d'une élection présidentielle à 2 tours François Fillon une élection médiatisée à 1 tour. aussi, alors pas forcément. Non, mais là on l'a tué. On l'a tué politiquement. On l'a tué politiquement, François Fillon. C'est pas du tout la même chose. Alors revenons à vous.
Ben, vous dites, moi je suis dans l'opposition, Oui. Je n'irai pas avec la majorité présidentielle si elle existe, puisque non. on ne sait Non, mais pas vous encore. savez qu'il va on ne sait- l'avoir. Non, mais on ne sait pas encore si elle sera. Non, attendez. Non, mais attendez, Tous les présidents élus ont toujours eu une majorité. Laissez-moi vous Je ne poser sais pas la pourquoi question. Macron ne l'aurait pas. Hein. Laissez-moi vous poser la question. Vous allez dans quel groupe alors? Vous siégez où à l'Assemblée nationale? Eh bien, vous savez quoi? L'UPR présente 574 candidats sur 577 circonscriptions. On va faire de la politique fiction. On imagine que sur Au tout niveau national, vous êtes à 2,3% d'intention de vote. Oui, mais ça, les sondages... hein. Vous savez que les sondages ont donné exactement le nombre de voix que vous avez eu au présidentiel. Oui, mais les sondages servent de prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que les Français sont très dociles par rapport à ça, contrairement à d'autres peuples comme les Américains, notamment les anglo-saxons. Notamment les anglo-saxons, notamment les Suédois aussi. Oui. Non, les Français sont très disciplinés à ce niveau-là. On leur dit quoi voter et en général, ils le font. Donc les sondages, vous... Mais on va faire de la politique fiction. On présente 574 candidats. Pour faire un groupe parlementaire, il en faut 15. Bah, je me Donc dis, vous aurez 15 élus. Allez. 16 16. avec vous. Ben oui, forcément. Très bien. Monsieur Godou, donc vous créez un parti parce que personne ne vous laisse parler dans les autres partis. C'est un peu ça, je caricature. Je n'ai jamais dit ça. C'est pas ça la question. Vous créez votre parti parce que les jeunes, et vous avez dit vous-même que vos camarades ont un mandat, alors que vous, en Martinique, on ne vous a pas laissé le pouvoir. Je vais reformuler pour vous. C'est très important. Non, mais laissez-moi poser votre question. Votre question. Oui. Aujourd'hui, si on fait, là encore, un peu de politique fiction et que vous êtes élu, vous allez vers une majorité présidentielle éventuelle, par exemple celle de Macron, mais il peut aussi avoir une majorité absolue, les Républicains, ou alors vous vous situez dans tous les cas de figure dans l'opposition. Qu'est-ce que vous choisissez? Alors, je vais d'abord répondre à votre question et après je vais reformuler votre question pour D'accord, vous avez le droit. Toujours. Il est clair que nous siégerons dans la majorité pour une raison qui est simple. La Martinique a déjà pris assez de retard. On a déjà assez rigolé à l'Assemblée nationale. Et il est vraiment important qu'aujourd'hui, tous les élus qui seront, tous les représentants politiques qui seront élus à l'Assemblée nationale et au Sénat travaillent d'une même voie. C'est pour cela que j'ai déclaré depuis fort bien longtemps qu'il est important de redynamiser l'intergroupe parlementaire des Outre-mer. Qu'est-ce que l'intergroupe parlementaire des Outre-mer? C'est une association qui a déjà sa place à l'Assemblée et au Sénat, où tous les députés, les sénateurs et les députés européens sont réunis pour porter des messages d'une seule voix. À l'époque où c'était Alfred Dalmont qui était président de cet intergroupe, les choses fonctionnaient comme correctement. Après son départ, bon... c'est un peu périclité. Voilà, c'est un peu périclité. Et, nous travaillons en réseau avec d'autres jeunes qui ont été formés aussi en même temps que moi et qui sont candidats dans les autres territoires, la Guadeloupe, la Réunion. Nous nous sommes tous mis d'accord en cas d'élection pour relancer cet outil qui est très, très important. Et pour formuler votre question... Attendez, mais une petite précision. Quand vous dites que vous irez dans la majorité parlementaire, on est bien d'accord que c'est en parfaite cohérence avec ce que vous avez fait. Depuis 2014. Non, pas vous à titre personnel, mais pendant la campagne, à vos positions pendant la campagne. Exact. Parce que, alors, pour deux raisons. D'abord, nous disons que le cercle démocratique de la Martinique est une force de rassemblement. Nous agissons pour le rassemblement des forces autour de la cause martiniquaise. C'est très important. Au-delà des clivages politiques. Au-delà des clivages politiques et à la création du cercle démocratique, alors que souvent on nous disait que nous étions fous, qu'on avait les fesses pour ne pas d'autre chose entre quatre chaises. On a maintenu le cap. C'est statutaire chez nous. Le cercle est là pour mettre en avant la cause martiniquaise. Donc nous essayons au maximum de faire des constats clairs et précis, même si ça peut déranger des fois, et par la suite, travailler avec tous ceux qui veulent travailler pour en fait faire avancer les choses. Et c'est pour cela que j'ai voulu reformuler votre question. Je vous écoute. Parce que quand j'étais dans un parti traditionnel, l'UMP, parce que je suis l'ancien responsable des jeunes de l'UMP, il faut comprendre que dans ces partis, il y a un sectarisme qui est insupportable.
Je prends pour exemple, en 2011, quand j'avais invité Claude Lise à une réunion publique au siège de l'UMP pour parler de l'éthique en politique, on m'avait fait un tollé. On vous a vilipendé. On m'avait asséné de coups de bâton. Et en 2015, on a bien vu qu'ils se sont tous réunis pour faire un grand assemblée pour bas payer en chance, alors qu'aujourd'hui, je constate que c'est le grand semblant pour bas payer en crampe. Reprenez cette formule, excusez-moi. Alors qu'aujourd'hui, je constate que c'est le grand semblant pour bas payer en crampe. Je m'explique. D'accord, ça sera retenu à mon avis. Je m'explique. Quand nous voyons... Surtout en face de vous. Oui, mais c'est pas un souci. Je m'explique. Quand nous voyons le nombre de candidats qui sont élus à la CTM, nous voyons bien qu'il y a un problème. Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la parole? Ça m'étonnerait. Moi, ce dont j'attendais, c'est que toutes ces personnes qui soient élues laissent la place à des personnes qui n'ont pas été élues et qui portent le même projet qu'eux. C'est plus cohérent. Vous pensez en particulier aux gens qui sont au conseil exécutif et vous Non, sur la liste, il y a des personnes qui n'ont pas été élues, qui ne sont pas dans l'Assemblée. Oui. Ces personnes-là qui ont poussé le projet avec eux, si vous êtes unis pour un contrat d'alliance, alliance de gestion comme vous voulez, les autres personnes qui n'ont pas été élues sont en capacité aussi de porter les projets à l'Assemblée nationale. On reviendra vers vous sur les deux autres thématiques. Fabrice Dunon, expliquez-nous, dans le cas où vous êtes élu, député, toujours, je fais de la politique fiction pour tous les candidats, hein, bien évidemment, puisque, comme vous aimez le répéter, c'est quand les bulletins seront dans l'urne qu'on saura qui a gagné. Vous êtes élu, oui. Vous êtes dans l'opposition radicale ou constructive, ou vous allez, vous aussi, puisqu'il y en a beaucoup, hein, il y en a de plus en plus, séduit par Emmanuel Macron vers une majorité parlementaire. Emmanuel Macron est porteur d'un programme. Oui. Et ce programme rencontre quelques difficultés par rapport aux valeurs et aux convictions que j'entends porter. Lesquelles, par exemple? La réduction du nombre de fonctionnaires, sans dire dans quel domaine on va réduire le nombre de fonctionnaires. On va réduire le nombre d'infirmières, on va réduire le nombre d'enseignants, on va réduire le nombre de policiers, où on va les réduire. 120 000. Bon, donc déjà, ça c'est un premier écueil que j'ai quant à l'action Macron. Aussi, le gel des dotations globales pour le fonctionnement des collectivités territoriales à la suite du pacte de confiance mené par François Hollande, qui a suivi l'élan qui était déjà causé par Nicolas Sarkozy. Et ça, ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, moi, en tant que député martiniquais, qu'est-ce que j'entends faire? Ce n'est pas d'entrer dans une opposition, d'être que je suis dans l'opposition frontale, comme l'opposition française pourrait l'être par rapport à la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, mais c'est d'être déjà dans un groupe où j'aurai une liberté d'action et de parole. Lequel, par exemple? À la suite, au modèle de ce qui s'est passé dans le groupe GDR, par exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont les tenants de cette radicalité de gauche, on va appeler ça comme ça, oui. C'est plutôt les gens de la France insoumise, c'est des gens avec lesquels vous feriez banc commun? Alors, nous allons voir au sortir des urnes et des élections si déjà nous avons un nombre suffisant de députés pour former un groupe et surtout un socle commun de valeurs, quand même, parce que les groupes se forment sur des valeurs politiques communes. On l'espère. Mais donc, cet intergroupe des DOM ou des Outre-mer, oui, cette association. Vous en pensez quoi? Ben, j'en pense que si nous sommes unis pour porter des dossiers ensemble, l'union fait la force. La devise haïtienne ne ment pas. L'union fait la force. Donc si nous sommes unis pour porter des dossiers ensemble pour le bien de notre population, oui, j'y adhère. Est-ce que dans ce que propose Emmanuel Macron, vous jetez le bébé avec l'eau du bain? Pas du tout, mais il y a des mesures, par exemple pour les Outre-mer, qui vous semblent intéressantes? Mais il y a des choses qu'il propose qui sont bonnes. Vous savez, dans l'action politique... Vous êtes directeur de cabinet d'un maire d'une petite ville. Oui. La suppression de la taxe d'habitation, c'est quelque chose qui vous chatouille ou vous êtes plutôt favorable? Et il va la remplacer par quoi? Et cet argent, il va le trouver où? Non, mais est-ce que vous pourriez me donner une réponse à ma question? Ça vous embête ou alors vous y êtes favorable? Donc, je suis directeur de cabinet, je ne suis pas encore maire. Non, mais ça va vous êtes au contact des difficultés des petites communes. Ça va venir. Les petites communes ont une taxe d'habitation. Vous êtes en train de nous annoncer votre candidature aux élections municipales, c'est ça? Ah, vous entendez ce que vous voulez? Non, mais vous dites, je ne suis pas maire, ça va venir. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a une réalité concernant la constitution de budget d'une collectivité. C'est clair. Bon. Surtout une petite ville. Donc, quand on supprime cette taxe-là, qui est faite justement, qui découle de la proximité qu'un maire a avec sa population,
Il y a des maires qui, pendant des années, ont gelé la taxe d'habitation parce qu'ils tiennent compte de la réalité de leur population. Donc, quand on supprime cette taxe-là, qui est vitale, C'est plutôt une bonne nouvelle pour les habitants. Qui est vitale, mais ils seront les habitants. On va leur retirer cette taxe et on va les dépouiller ailleurs. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Donc, c'est un tour de passe-passe qui n'est pas à la faveur des habitants et des électeurs. Très bien, on a bien compris que vous êtes plutôt dans l'opposition, on va dire ça comme ça. Marie-Hélène Mardit-Surelli, vous, alors je ne veux pas vous faire l'affront de vous poser la question, je vous vois très mal sur les bancs de l'Assemblée nationale aux côtés des députés d'Emmanuel Macron. Alors, imaginons que vous soyez député, est-ce que vous choisissez une opposition radicale ou une opposition constructive, au contraire, ou vous me dites, M. Marajo, vous inquiétez pas, moi, c'est pas ça l'important, comme vos camarades nous l'ont déjà dit ici. Ah ben tout à fait. Hein? Tout à fait, M. Marajou. Ou quoi que mon pays assise et puis toute majorité, M. Macron qui est en place là. Et dans l'opposition Et dans l'opposition Attendons que Conscience Peuple a réagi, attendons pour qui est fait réellement. Parce que tout ça nous peut dire qu'à tout peuple là, c'est de ni en SMIC à 1800 € pour vivre, de ni en retraite correcte pour vivre, pour pas tomber dans la déchéance, que les jeunes qui ont demandé en formation, qu'ils trouvent en formation, parce qu'on a dit population vieillissante. Mais ces jeunes n'ont pas qu'à trouver place justement pour insérer le monde du travail, permettre que ces gens qui à la retraite, qui n'ont l'âge de partir à la retraite là, mais qui n'ont pas suffisamment de cotisation, permettre que yo riwe retraite puis parti pour quitter place là, ces jeunes. Parce qu'il y a un réel problème. Il y a des gens qui ont des pensions de moins de 200 €. Il y a des gens qui ont des femmes de ménage, je ne peux pas quand même parler de ça, qui ne pas même en retraite convenable. Ils sont obligés de rester travailler toujours pour subvenir à besoin. Ce n'est pas normal. Alors, et on a un président qui, premier travail, c'est attaquer le code du travail là, alors qu'il y a une urgence. J'ai envie de vous embêter un tout petit peu, parce que vous êtes une spécialiste de l'agriculture. Vous avez entendu plusieurs candidats et leurs représentants locaux dire il faut que nous sortions de l'Union européenne. Quand vous entendez ça, vous dites quoi? Non, moi, je préfère dire que si vous avez dit que vous sorti, c'est parce que vous savez pour quelle raison vous êtes sorti. Vous savez pour quelle raison. Mais moi, en tant que travailleur, nous ne pouvons pas bénéficier de ça qui est retombé. Parce que tous les jours, il faut que nous goumions pour nous satisfaire, pour nous améliorer les conditions de travail. Nous. Et pourtant, il y a touché l'argent. Pourtant, il y a des aides. La preuve en est, la Guadeloupe, les ouvriers agricoles de la Guadeloupe, ils ont debout. Pour quelle raison? Eh bien, justement, ils sont en grève, il y a des barrages. Parce que conditions de travail pas bon, salaire là pas bon, c'est pas normal pour que nous vivions comme ça. Alors si vous avez dit que les sorties, vous avez une raison. Si vous avez dit que les retraités, mais celle que je dit c'est que vous avez l'argent suffisamment pour qu'il y ait une réaction comme ça. Si je puis me permettre, parce que je ne peux pas ne pas me sentir visée par la question. Ah non, vous n'étiez pas toute seule. Oui. Il y en avait d'autres. Mais je vais vous dire, madame, pourquoi est-ce que l'UPR, l'analyse de l'UPR, c'est qu'il est urgent que la France mette en œuvre le Frexit. Monsieur Marajo, vous le dites et vous le répétez, oui, mais vous comprenez, nous, on est des bénéficiaires nets en ce qui concerne le pacte d'agriculture. Ce qui est une vérité. C'est pas faux. Ah. Le problème, non, mais c'est la première fois que vous le reconnaissez, c'est très bien. Non, mais dire une partie de la vérité, ça n'est pas dire toute la vérité. Donc, je vais reprendre un petit cours basique d'arithmétique. Faites attention à votre temps, n'oubliez pas que vous vous inquiétez pas, c'est important que vous l'entendiez, madame. La France donne 23 milliards, elle en récupère 14. Donc dans l'opération, elle perd 9 milliards par an. Les 9 milliards de la politique d'agriculture commune sont inclus dans les 14 qui nous reviennent. Est-ce que vous comprenez que la France fait une mauvaise opération? Sur un plan budgétaire, mais sur le plan économique, vous savez très bien. Mais oui, malheureusement, c'est ça le problème, c'est que vous aussi, vous ne dites pas tout. Les entreprises françaises bénéficient d'un marché sans taxes, et vous le savez, ce qui représente des centaines de milliards, pas 23 milliards, des centaines de milliards de taxes
d'économie. Donc c'est autant de moins pris à l'économie française. Mais on ne va pas faire le débat sur l'Europe, Mais on l'a non, déjà mais- fait. alors- Mais on va continuer. Justement, à la faveur de ces élections, vous avez tous rédigé des programmes pour faire part de vos idées aux électeurs. Justement, on leur a posé la question de savoir si ces programmes sont décisifs dans leur choix. Voyez ces quelques réactions recueillies par Guillaume Bacoul. Qu'est-ce qui vous fait vous décider à choisir un candidat plutôt qu'un autre? Il faut que ce candidat soit très explicite et assez technique parce que la politique, c'est pas ouvert à n'importe qui. Et on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Il soit clair, oui d'accord. Et soit au courant, vraiment vivre au cœur du pays pour pouvoir essayer de résoudre les vrais problèmes. Ben, son programme, c'est pas sa tête. Ça me paraît quand même évident. L'apparence est parfois trompeuse. Il fut un temps où certaines personnes venaient avec la cravate et la valise diplomatique et badinaient tout le monde. Maintenant, il faut vraiment lire le programme, essayer de décortiquer le programme et voir vraiment aller au cœur du programme pour éventuellement poser les bonnes questions, quoi. Alors les programmes, ça compte et justement, on va faire un tour de table pour voir quelles seraient vos grandes priorités si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Un petit point avant sur les temps de parole. Marie de Virginie, il vous reste 4 minutes 45, Fabrice Dunon 3 minutes 13, Madame Surelli 5 minutes 29 et Joanne Godou 4 minutes 08. Donc on va commencer par vous, Madame Surelli, vous avez un peu de temps. Si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quels seront les dossiers prioritaires que vous allez défendre? Alors, interdire les licenciements, un SMIC à 1 800 € pour qu'on puisse vivre, la retraite, revoir la retraite, des petites retraites. Surtout ça parce qu'il y a beaucoup de salariés agricoles qui ont l'âge pour partir à la retraite, mais qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas suffisamment de cotisations. Il y a eu des patrons malhonnêtes qui ne les ont pas déclarés du tout et ils sont obligés de rester en place à travailler, revoir le dispositif de la retraite pour permettre à ces Il y a gens-là une loi qui vient d'être votée, vous savez, qui partir. permet d'augmenter un amendement qui a été défendu notamment par Jean-Philippe Nilor, qui permet justement de révolutionner, entre guillemets, ce niveau de retraite et qui va être appliqué très bientôt. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, si c'est une bonne nouvelle, ce sera une bonne nouvelle pour tous ceux qui travaillent et qui ont des petites retraites et qui ont besoin de partir et qui ne peuvent pas partir parce qu'il n'y a pas suffisamment de cotisations. Simplement, il y a encore une inégalité. Puisque... Mais par contre, il faudra se mobiliser. C'est avec la mobilisation parce qu'on peut avoir tout, on peut avoir des lois et voter, signer, et puis qu'il faut se battre, qu'il faut se mobiliser pour pouvoir les mettre en application. Exemple, la retraite complémentaire qui a été votée depuis 1971, eh bien, il y a à peine 2 ans. Il y a à peine 2 ans qu'elle a été mise en place pour les ouvriers agricoles. Et depuis 1971. Et tandis que pour les patrons, on a signé tout de suite pour eux. Il y a un problème. Alors même avec ça, c'est la mobilisation qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des salariés. Mais est-ce que cette mobilisation... qui a porté ses fruits. On a vu ce qui s'est passé par exemple en 1974, puisque la mobilisation de Chalvet a permis de débloquer un certain nombre de choses. Est-ce que vous... Beaucoup d'autres mobilisations. Oui, mais celle-là est symbolique parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Ma question est la suivante, c'est est-ce qu'on doit compter en permanence sur les ouvriers et pas sur les hommes politiques? Mon père rideau, la Guyane, par exemple. Pourtant, il y a des hommes politiques qui ont siégé au gouvernement, qui étaient au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la mobilisation. Hein? Et placer les urgences. Et pourtant, il y a des gens qui étaient là pour te répondre. Exemple, l'Espace Sud, qui ça y a fait? Ils ont mobilisé quoi? Exemple, pour l'hôpital, plusieurs mobilisations pour les conditions de travail à l'hôpital. Plusieurs mobilisations. Donc, en fait, il a fallu même les médecins donc de se mettre donc les en élections, grève. des élections, ça n'a pas de sens. Pour tout cas, il n'y a pas de sens. C'est que les peuples accueillent réellement, pour en conscience qu'il faut que nous mobilisions comme nous pour faire les choses avancer. À ce moment-là, on si les élections pas de sens ou pas. Mais on se demande quand est-ce qu'aura lieu cette prise de conscience. Depuis le temps soir, que vous le l'appelez grand soir, de c'est pour vos quand? voeux, il y a eu 2009. On pensait que c'était peut-être ce grand soir-là, finalement non. Quand est-ce que ça arrivera? Est-ce que vous serez encore là pour le voir?
C'est ce Si que nous je ne vous sommes pas souhaite. là, Est-ce mais que nous nous allons serons là? toujours porter ce message-là. Ce message sera toujours porté parce que ce sera des Quoi travailleurs. qu'il arrive, il y aura Voilà. toujours des Et que travailleurs demain, et voilà. toujours Nous sommes en des train candidats lutte de ouvrière, combat récolter ouvrier. le fruit de nos aînés. D'accord? Nous avons eu la sécurité sociale, c'est parce qu'il y a eu des combats. Nous avons eu notre liberté, c'est parce qu'il n'y a pas de gourmet. Pour nous donner la liberté, nous, à présent, pour nous assister, pour nous parler, parce qu'il y a eu des combats. On a récolté. Parce que si c'était pour à présent pour nous aller en bas bois, aller gourmet pour nous tenir la liberté, nous pas un peu. Par conséquent, ce sera la lutte qui va amener les gens à prendre conscience qu'il faut se battre. On n'a pas le choix, il faut se battre pour avoir ce qu'on a besoin. Très bien, alors on continue ce tour de table. Fabrice Dunon, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale, quels seront les dossiers prioritaires que vous défendrez? Alors, plusieurs. Le premier, ce sera celui de la santé, à deux niveaux. Vu l'état de notre offre de soins en Martinique qui est pitoyable, il faudra agir sur des leviers qui existent déjà. Nous avons le plan régional de santé numéro 2, dans lequel nous avons les outils pour impacter directement l'offre de soins en Martinique. Il faudra tout de suite entrer en négociation. Il faudra que l'élu que j'entends être s'implique dans ce qui doit être mis en œuvre en Martinique. La situation actuelle est que dans le plan régional de santé numéro 1, les élus ne se sont pas impliqués. Ils ont laissé l'État tout faire. Et ce qui est de dramatique, ceux qui ont validé la fusion lorsqu'ils étaient en charge, tant au conseil de surveillance, les hôpitaux, Trinité et Lamentin, et également dans les divers conseils municipaux, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont créé cette casse de l'outil de la fonction publique hospitalière qui reviennent la fleur au fusil, comme si on avait oublié leur production et nous parler de la santé. Donc il faut un minimum de respect qu'est-ce qu'il a fait dans il ce faut domaine? un minimum de respect pour les élus, pour du moins la population qu'on entend servir et aussi le personnel soignant. Le député... Est-ce que vous revendiquez du bilan d'Alfred Marie-Jeanne? Totalement. Alfred lui, ça Marie-Jeanne, fait 20 ans qu'il est député, donc il ne fait pas Marie-Jeanne partie des élus qui n'ont pas agi en ce sens. Totalement. Alfred Marie-Jeanne ne fait pas partie des élus qui ont cautionné la fusion des hôpitaux. Lorsqu'aujourd'hui, vous entendez dire que l'argent qui a été débloqué pour la construction de l'hôpital de Trinité s'est évaporé, il ne s'est pas évaporé. Il a été fusionné dans le tronc commun pour les hôpitaux, ni plus ni moins. Tout a été mis sous Fort-de-France. 12 services fermés au centre hospitalier de Mango-Vulsin. Regardez un petit peu l'état de l'hôpital de Trinité, la porte du Nord. Est-ce que nous allons continuer? Donc il faudra agir avec les outils. Il faut arrêter de faire croire à la population qu'on va inventer l'eau chaude et qu'on est le Superman que tout le monde attend. Il y a des outils et ça c'est un minimum de compétences et un minimum de volonté politique. Donc, on agit avec ce qui existe déjà. Il y a le problème des titrements. 130 000 familles, 130 000 personnes, 33% de la population martiniquaise et dans l'indivision, un problème d'habitat. Donc, il faudra agir aussi. Et les outils existent déjà. Il faut qu'en Martinique, l'État français puisse prendre toute sa responsabilité. Et j'entends être, puisque dans les tâches du député, c'est la représentation populaire du peuple, il faudra être le plein représentant du peuple. À côté de ça, il y a tout ce que ma voisine a dit. Il y a le problème de la sécurité, il y a le problème de l'éducation. Il y a vraiment du travail pour celui qui entend être député au service du peuple martiniquais. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment, on a déjà reçu plusieurs autres candidats, que les thématiques et les dossiers prioritaires sont les mêmes. Parce que nous vivons tous dans la même Martinique, sauf qu'il y a ceux qui ne souhaitent pas que les problèmes soient réglés, puisqu'ils en vivent. Regardez depuis quand ils sont candidats, depuis quand ils sont élus. Et une fois qu'ils sont candidats, ils ont vite oublié les promesses qu'ils avaient affichées. Par contre, vous, ça ne sera pas votre cas. Par contre, je n'ai pas signé de fusion, moi, d'hôpitaux. Et depuis 2013, je suis à côté de tous les personnels qui grèvent pour demander une offre de soins à la hauteur de ce que les Martiniquais attendent. Donc ce n'est pas un réveil dû aux élections, depuis 2013. Par contre, nous, tous ces candidats, nous ne pas les dire même bail, là. Hein? Alors, vous allez reprendre la parole. Oui, on a bien entendu, Madame Sureli. Joanne Godou, sur vos priorités. Alors, je vais répondre à cette question en deux axes. Premier axe, on entend beaucoup de propositions, santé, sport, culture, économie, et personne ne dit comment ils vont s'y prendre pour mettre en place leur projet.
pourtant, pour moi, c'est le plus important. Quand vous dites mettre en place, ça veut dire quoi? Financer? Non, pas financer, mais se battre au sein de l'Assemblée nationale pour obtenir Les résultats les qu'ils mesures escomptent. qu'on met en place. C'est très important, parce que bon, vous voyez bien que, comme vous l'avez signalé, les programmes sont, on va dire, similaires. Tout le monde parle de la santé, tout le monde parle de l'éducation, tout le monde parle du sport. Aujourd'hui, Ariel Henmard dite sur Eli, elle parle d'autre chose. Hein. peu importe. Peu importe. C'est quand même important. L'interdiction du licenciement, par exemple, vous ne portez pas cette mesure dans votre cœur. Je ne dis pas, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Pourquoi dites-vous que je ne porte pas cette mesure Quand dans mon vous cœur? dites qu'il y a des points de convergence. Oui, dans mais les attendez, je ne vous ai jamais entendu dire ça. Et on va dire que vous êtes quand même, vous avez des valeurs, Bien sûr. M. Godot. Et vos valeurs ne sont pas partagées totalement Oui, par celles. bien sûr. Mais cela ne m'empêche pas, même si je ne suis pas en accord avec les propositions de Mme Sureli, de discuter avec elle sur Oui, non, bien sûr. Non, mais on vous signalait simplement que vous disiez tous les programmes sont à peu près identiques. On voulait signaler la singularité de celui-là. Il y a toujours des exceptions, M. Marajou. Ah, des exceptions. Ben oui. Ah bon, demander le SMIC à 1 800 €, c'est Mais c'est très bien, Mme Sureli. Demander de ne pas démanteler le code du travail. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bien, votre proposition. Est-ce que c'est réaliste? C'est une Mais autre comment allez-vous question. le mettre en place? Alors, allons-y. C'est autre chose. Allons-y. Vous, quelle est Parce votre que moi, solution madame, pour mettre... Le combat des salariés. Oui, mais moi j'ai signé les coulisses de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je sais que ce n'est pas aussi facile que vous l'avez dit sur un tréteau. Je voulais vous dire, j'ai plusieurs axes dans mon projet. Vous disiez deux. Non, mais là, le premier était le fait de savoir comment on va défendre notre projet une fois arrivé à l'Assemblée nationale. Ça, c'est important. Ouais. Maintenant, passons aux propositions. Je m'engage pour le développement du numérique. Aujourd'hui, nous devons nous inscrire dans ce grand chantier. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, j'ai travaillé à un projet avec Eugène Lamontinois afin de proposer ce qu'on appelle le hub numérique caribéen, afin d'offrir à la Martinique et à l'ensemble des territoires avoisinants, une infrastructure permettant une création d'emplois durables et permettant à nos jeunes qui partent et qui ne retournent pas, le plus souvent c'est souffrir qu'à partir souffrir là-bas et puis que personne ne part au courant d'IA1, permettent ce retour chez nous afin de développer le tissu économique du territoire. Parce que lorsqu'on développe le numérique, ça touche à tous les secteurs. La santé, l'économie, l'agriculture. Alors justement, comment à travers l'Assemblée nationale vous réalisez ce projet-là? Puisque vous disiez qu'il faut aussi à côté des projets mettre les leviers à l'Assemblée. Je ne vous cacherai pas d'ailleurs, vous le savez très bien que le ministre de l'économie actuel, qui est Bruno Le Maire, c'est un ami. Donc vous avez déjà vos réseaux. Mais bien sûr, mais qui ne le sait pas ici. Quand j'étais responsable des jeunes de l'UMP, vous avez vu le nombre de personnes que j'ai eu à recevoir durant cette mandature, et les réseaux s'entretiennent. Et c'est là que c'est important, lorsqu'on défend un projet, de savoir comment on arrivera à mettre en application toutes ces idées. Ça ne se fera pas forcément tout de suite, puisqu'il y a une dynamique à mettre en place, il y a un esprit de confiance à mettre en place, mais c'est toujours plus facile lorsqu'on connaît des membres du gouvernement, lorsqu'on souhaite rénover l'ensemble des infrastructures sportives de l'île pour permettre à nos sportifs d'avoir une dignité dans la pratique de leur sport, de connaître ou d'être proches des personnes qui sont en place. C'est très important. Ça je ne l'ai pas inventé, pas besoin de faire l'ENA pour le savoir. Vous n'avez pas inventé, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à connaître Bruno Le Maire dans les candidats sur cette circonscription. Et pourtant, ces personnes qui connaissent aussi Bruno Le Maire et qui sont à la tête de certains partis traditionnels ont la capacité, déjà, sans être députés, de les voir, de parler avec Christian Jacob pour mettre en place des propositions. Il n'y a pas fait, c'est pas jeudi à l'OK fait. Très bien. Alors, gardez un peu de temps, Joanne Godou, pour répondre aux questions de Mike Erasque. Marie de Virginie, sur les grandes priorités, si vous êtes élu à l'Assemblée nationale. Alors, d'abord, c'est mettre sur l'établi le chantier du Frexit. Mais non, vous savez bien que c'est une question présidentielle, ça. Même si on avait un grand nombre de députés au sein... Mais non, mais même si on avait un grand nombre de députés élus
Vous savez qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre le Frexit, que la question de la sortie de l'euro, de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est une question présidentielle. Donc, maintenant, les dés sont jetés, c'est fait, on a Macron, on va faire avec et on va essayer de sauver les meubles. Voilà, c'est un peu ça. Alors maintenant, Qu'est-ce qui reste comme meuble à sauver? qu'est-ce qui reste comme meuble à sauver? Écoutez, en Martinique, il y a un certain nombre de mesures qui me viennent en tête, notamment, alors pas comme vous, madame, 1 800 € c'est beaucoup, mais 1 300 €, pour faire une proposition de loi qui vise à augmenter le SMIC à hauteur de 1 300 €, compensé par une baisse des charges patronales. Alors vous savez que les gens sont tatillons, Oui, c'est 1 000 dites-moi. € net ou brut? 1 300 € net. 1 300 € net. Net. D'accord. Net. Voilà. Compensé, vous disiez Par une baisse des charges patronales. Ensuite, en Martinique, c'est quand même étonnant qu'on soit une île qui soit si bien positionnée et qu'on n'arrive pas à viser qu'on n'arrive pas à être autosuffisant concernant les produits de la mer. Mais la raison, elle est simple. Aujourd'hui, on a une pêche artisanale. On pêche sur des yolles. Enfin, je sais pas, au XXIe siècle, ça paraît bizarre quand on sait qu'il y a des moyens d'aller pêcher un peu plus loin et il faut s'équiper, il faut aider les pêcheurs à pouvoir s'équiper d'une flottille qui soit en mesure de les aider à pêcher en haute mer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chantier? Maintenir les services publics. Cette année et dans les mois précédents. Je ne sais pas ce que j'ai là, je suis un peu... Non, mais ça va. Ouais. Allez, ça Vous va avez mieux. froid? Non, vous avez vu, j'ai mis ma oui. veste. J'ai pensé le coup. Pas de souci, on vous écoute. Il y a eu des grèves à la sécurité sociale. Enfin, on voit bien que les services publics sont en train de se faire attaquer, sont en train de se faire démanteler. Donc, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir les grands services. Ensuite, il y a la question de la continuité territoriale. Moi, je trouve que c'est pas normal qu'on n'arrête pas de nous dire à longueur de journée « Ah oui, que vous êtes français, mon Dieu, que vous êtes français ». Par contre, quand il s'agit de payer nos factures d'eau, d'électricité, de téléphonie et d'Internet, on est un petit peu moins français que les autres, j'ai l'impression, en Martinique, puisque je ne vois pas pourquoi on paierait si cher. En Martinique, il y a des gens qui se sont organisés en cartel et qui maintiennent les populations dans leur nacelle et qui font des politiques de prix qui sont absolument délirantes. Donc ça fait partie des mesures. Mais la vérité, c'est que c'est des mesures qui sont un peu cosmétiques parce qu'on voit qu'il y a des problèmes. On voit que le droit du travail est en train de se faire démanteler. Mais on ne remonte pas aux causes. C'est ça le problème. On va peut-être pas... Alors, je ne vais pas vous couper la parole, mais comme il vous reste plus beaucoup de temps, oui, parce que je veux que vous économisiez un peu de temps encore pour répondre aux questions de Mike Irask qui va donc nous rejoindre sur ce plateau. Avec lui, nous évoquerons derrière les projets et les idées, toutes ces logiques individuelles, ces stratégies de parti, aussi les recompositions de l'échiquier politique local. En quoi ces législatives interrogent-elles les forces en présence ici en Martinique? Rebonsoir Mike. Bonsoir Kathleen. Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer avec vous, monsieur Dunon. Très peu de temps pour Dunon. Ah, ok. Bon, on va essayer de faire vite. Ouais. Est-ce que les 1700 voix que vous avez recueillies au municipal du Lamentin en 2014, au premier tour, ne constituent pas finalement, et pour l'instant, le seul indicateur fiable de votre poids électoral au Lamentin? Pour rappel, très rapidement, au premier tour au Lamentin pour l'élection de la CTM, les listes Letchimy et Marie-Jeanne étaient au coude à coude. Vraiment à quelques voix près. À 9 voix près. Nous avions 9 voix d'avance. Exactement. 9 voix d'avance. Et au second tour, alors là, c'est revirement total, coup de théâtre total, plus de 4300 voix d'écart entre les listes Letchimy et Marie-Jeanne. Quelle est la part de Fabrice Dunon dans ces plus 4000 et quelques voix? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire aujourd'hui? Ce que je sais, c'est que... Sans donner de chiffres, évidemment. Ce que je sais, c'est que le Grand Assemblée pour Bapéya en chance a gagné grâce à sa tête de liste, Alfred Marie-Jeanne. D'accord, ça, vous l'assumez clairement. Mais il n'y a pas gagné au Lamentin. Il n'y a pas d'autre vérité que celle-là. D'accord. Maintenant, en tant que militant et partie prenante du Grand Assemblée,
j'ai mené ma pierre, j'ai donné ma pierre. Nous avons fait plus de 67 meetings au Lamentin. Nous avons labouré le terrain. Nous avons essayé de convaincre, et apparemment nous avons plus que réussi, de convaincre les Lamentinois. Donc ma part s'arrête là. Je suis, et j'entends m'inscrire, être en contact direct avec la population. C'est là le sens de ma démarche politique. Mais si être jamais, en contact direct avec la population. Mais si jamais, comme d'aucuns le disent, Alfred Marie-Jeanne vous fait gagner, je formule ça comme ça pour aller vite, est-ce qu'il n'y aura pas un revers de la médaille à cette Marie-Jeannot-dépendance en gestation? Non, mais j'ai mal le répété, Mike Irask. Je me suis déclaré en tant que candidat et ensuite, Alfred Marie-Jeanne m'a apporté son soutien. Et ce soutien-là s'inscrit dans une dynamique de valeurs et de renouvellement de la classe politique et des méthodes et des pratiques. Donc, il ne s'agit pas de dépendre d'un homme, mais il s'agit de se reconnaître dans des actions et d'avoir une vision claire pour la Martinique. Alfred Marie-Jeanne, c'est l'homme, tout le monde le reconnaît, qui aime son pays. Et aimer son pays ne veut pas simplement dire j'aime les fleurs, etc., mais servir son pays avec intégrité, honnêteté et vérité. Stop. Et c'est ça que j'entends. C'est votre temps de parole. Merci. Merci. Madame Sureli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous l'avez dit et répété, vous attendez, et avec vos camarades de combat ouvrier, de lutte ouvrière, le jour où la mobilisation ouvrière, la mobilisation de la population laborieuse, comme aime à l'appeler votre ami et camarade Ghislaine Joachim-Arnaud, va enfin faire plier les exploiteurs, singulièrement en Martinique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, pour élargir la base du public, entre guillemets, à qui s'adresse lutte ouvrière, je trouve qu'il y a souvent des mots très, très guerriers dans le discours de combat ouvrier, de lutte ouvrière. Lutte, casse sociale, destruction. Quelle est la place de l'espoir dans tout ça? Des paroles d'espoir pour justement élargir la base, comme je parlais, sortir un peu des limites strictes de la population laborieuse et ouvrière pour créer peut-être un effet pour appeler à la construction de cette force politique que vous appelez de vos voeux depuis déjà de nombreuses années, on l'a répété ce soir. Nous ne pouvons pas changer de langage. Ah bon? Nous ne pouvons pas changer de langage. Nous avons un seul langage, c'est conscience peuple-là et éveil qui permettre que la société a changé. Parce que si la société en l'état taillé, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont exploité et que la classe populaire là pas qu'à retrouver quoi. Pour qui pauvreté aussi haut. Pour qui dans les supermarchés, ils ont manger tous les jours pour permettre pour bas des Martiniquais manger. Pour qui nous continuer à répéter non nous pas qu'à décourager yo, bien au contraire, au fur et à mesure, yo kay un éveil de conscience et yo kay lever. Parce que ce n'est pas normal qu'un monde qui est au SMIC, ou ne peut pas survivre, vous ne pouvez pas payer le loyer, ou ne peut pas boire convenable, ou ne peut pas manger convenable. Ça, là, on va toucher, pas capable. Et il y a de plus en plus de monde riche. D'accord? À Fort France, les hommes là, il me semble qu'il y a 210 milliards au coucher là. Exemple, mais toutes ces gens-là, Pouchi, ils n'ont pas qu'à voter Bazot. C'est ça. Le problème là. Attends, non, nous pas fâchés pour ça. Nous avons dit tous les jours, nous avons porté le même message là, parce que nous, en l'intérieur. Non, mais c'est peut-être parce que le message là pas bon. Non, nous pas qu'à changer. Nous avons simplement dit il faut que nous mobiliser pour nous obtenir une satisfaction. Et quand vous virez Bazot, l'espace sud, qui ça y fait? Ils ont mobilisé contre les pouvoirs. Dernièrement, il y a des 17 mois sans salaire. Qui ça y a fait? Ils ont obligé de mobiliser quoi? D'accord? Ils ont mobilisé quoi pour ça? Exemple, ça a dérangé la Guyane, qui ça y fait? Ils ont obligé de mobiliser quoi? Mais là, c'est la mobilisation qui compte. Et puis, sud, conscience, peuple là, attendre que conscience soit levée. Parce qu'il y a en misère. On y a des gens qui sont en retraite, anti-retraite. On y a des gens qui travaillent, qui ont plus de 60 ans sur des exploitations, exemple, exploitation agricole, qui ne peuvent pas partir parce que des patrons VOE malhonnêtes, pas cotiser, ces gens là, ils ont en place toujours, ils ont travail. Alors, il y a des bagailles, au niveau de la retraite. Et pourtant, nous avons un président, premier bagaille qu'il a fait, c'est attaquer le code du travail là. Alors, nous, contre les licenciements, oui, nous les SMIC à 1800 euros. Tant en bout, madame. Pour nous pouvons vivre. Ok. Joanne Godou, bonsoir. Alors, vous avez appelé le CDM et vous-même avez appelé à voter pour Emmanuel Macron, pour la présidentielle.
Est-ce que ça augure d'une... On sait qu'il y a... Bon, il est élu évidemment président de la République, donc il y aura forcément a priori une représentation sous forme de fédération autre de la République en marche en Martinique. Est-ce qu'on peut imaginer d'ores et déjà que le CDM qui a appelé à voter Macron et qui a été, vous le disiez, avec votre ami, le Tony Truant, Steve Louis-Marie, que vous avez été quelque part les précurseurs dans ce discours qui transcendait le clivage droite-gauche. Est-ce qu'on peut imaginer que le CDM puisse devenir à terme, peut-être à court terme, un partenaire ou une branche, une émanation de la fédération à venir de la République en marche en Martinique? Alors, pas une branche. Parce que, statutoirement parlant, le cercle démocratique est indépendant de tout parti politique. Cependant, il est clair que nous aurons la capacité, comme nous le faisons avec tout le monde, en tout cas avec tous ceux qui veulent, travailler avec Emmanuel Macron, parce qu'il est clair qu'il y a un retard qui est pris par la population. Nous avons créé le cercle en 2014. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est arrivé plus vite parce qu'il a plus de moyens. Donc nous considérons qu'en marche, c'est le lièvre et le cercle, c'est la tortue. Mais ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas pris le train en marche. Nous avons construit notre propre train de par nous-mêmes et nous nous battrons jusqu'au bout pour amener la Martinique vers de nouveaux horizons. Merci. Alors, Madame de Virginie, est-ce que vous avez dit tout à l'heure, enfin il n'y a pas longtemps, que l'issue de la présidentielle avait mis peut-être en suspens la question du Frexit, de la sortie de l'euro, de la sortie de l'OTAN. Est-ce que ça veut dire que vous, à l'issue de ces législatives, votre engagement auprès de l'UPR en Martinique va aussi s'achever à l'issue de ces législatives ou pas du tout? Mais non, je vais reformuler. D'accord. La question de la mise en œuvre du Frexit, de la sortie de l'euro, de l'OTAN et de l'Union européenne, ce sont des questions présidentielles. Ça ne peut être mis en œuvre que par le président de la République. Donc, a priori, qui ont été tranchés par le verdict des urnes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ça ne veut pas dire que je renie tout ce en quoi Bien je sûr. crois. Ça veut dire simplement que quand on parle d'élections législatives, il faut rester dans le sujet. Bien sûr. C'est tout. Mais après ces législatives, est-ce je que votre continue le combat. engagement... D'accord. Ah bah oui, grave. Et cet engagement en Martinique va passer par quoi? Pour consolider ou renforcer cet anti-macronisme que vous avez décrit ce soir? Non, vous exagérez. C'est pas de On ne va pas dire pro-macronisme peut-être. On Non, va dire pro-Macron. Mais c'est pas de Parce qu'on l'anti-macronisme. est vraiment mal compris ce que vous avez dit. Non, je suis pas pro-Macron, mais ça c'est sûr. C'est pas de l'anti-macronisme primaire. C'est Non, juste bien que... sûr, au niveau du programme, de Écoutez, l'idéologie. c'est quand même, Non, mais c'est vous quand m'aviez même compris, je pense. embêtant. Oui, bon, je vous ai compris. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir après les élections législatives? Est-ce que vous allez être l'un parce qu'en fait, des c'est étendards sympa. ou l'un des porte-parole de la... Ouais, je crois que je suis assez bonne dans ça et je crois que je vais continuer. Sincèrement, Alors, comment est-ce que ça va se décliner, faire, quoi. se décliner? Ouais. Eh ben, Quand vous dites je suis assez bonne dans ça, c'est-à-dire... Eh bien, en fait, je me suis très longtemps désintéressée de la politique parce que je considérais que ça ne servait à rien. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on alterne les gouvernements, on alterne les présidents, et on voit que les populations deviennent de plus en plus pauvres et que des présidents de gauche prennent des mesures de droite. Alors que pourtant, vous avez toujours baigné dans la politique. Oui, mais oui, j'ai eu un moment d'égarement. Quand j'étais petite, j'étais dedans. Et puis à un moment, ma conscience politique s'est un peu éteinte parce que je n'avais pas les clés de compréhension. Je ne pouvais pas comprendre. Et c'est quand je tombe sur l'UPR et ce type donne des réponses. Quoi. Mais presque. Non, mais oui, mais c'est ouais. Okay. Non, mais vraiment. Et à un moment, tout d'un coup, toutes les pièces du puzzle se reconstituent et vous comprenez que c'est pas au niveau français, c'est un petit peu plus haut et qu'il faut prendre de la hauteur. Alors, j'ai une question qui Non, va mais attendez, peut-être... vous me demandez comment je vais faire. Eh bien, comment on va faire, c'est que par tous les moyens à notre disposition, par le numérique, par les réunions publiques, c'est de faire de la réinformation. Et les scrutins. Oui. Mais vous savez, c'est pas quand on se présente pour la première fois, les gens sont un peu surpris, ils vous regardent, et puis bon, après, ils vous... Alors, j'ai une dernière question qui va peut-être vous horrifier. Mais je vais la poser quand même. En plus, il est tard. Donc ça m'arrange. Personne nous regarde. Allez-y, lâchez-vous. Tout le monde, les gens regardent toujours la télé, quelle que soit l'heure. Et samedi matin aussi, les gens regardent. Est-ce que votre couleur de peau et votre martinicanité, le mot est affreux, j'en conviens, peuvent être un atout
pour créer du lien avec la majorité de la population martiniquaise et faire émerger l'UPR en Martinique. C'est affreux comme question ou pas? Manifestement, oui. Non, non, c'est bien formulé. Ça, Oui, ça, beaucoup je vous d'efforts, l'accorde. beaucoup d'efforts en Non, non, coulisses. écoutez, est-ce que j'ai envie de dire... Parce que les autres candidats sont blancs, vous voyez que je persiste. Il y a un et je- béquet et il y a un blanc, ouais. Oui, mais de Ouais, prime c'est abord, vrai. enfin, c'est pas écrit béquet C'est sur vrai. son En front. plus, il n'a pas trop l'accent, c'est vrai. Ah oui, 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 vous Oui, êtes oui. expert. Non, mais il a un accent Vous le trop. connaissez bien mieux Mais que c'est moi. mon mari. Je sais Oui. bien. C'est votre mari. Je sais Alors, bien. est-ce que... Oui, malheureusement, oui. C'est vrai que c'est un atout. Je Pourquoi, peux pas le... malheureusement, ça Bah, parce que, en fait, on se dit que... les gens continuent à considérer que votre rapport à l'autre change en fonction de la couleur de votre C'est-à-dire épiderme. quoi? Vous êtes sérieux, là? C'est-à-dire qu'en 2017, ça ne devrait pas être un atout, c'est ce que vous voulez dire? Non, quoi. ce que je veux dire, c'est que ça ne devrait pas être un inconvénient qu'en ok, Martinique, oui, dans il y ait l'autre des sens, gens qui ne d'accord. soient pas bon teint, qui se présentent et que tout d'un coup, on leur reproche leurs problèmes d'ancrage sûr. en Martinique. Puis, on est tous martiniquais, hein. Que vous soyez béquet, que vous soyez indien, que vous soyez noir, que vous soyez chabin, on est tous martiniquais, on est tous dans la même galère. Bon, c'est vrai, je ne vous cache pas, malheureusement, il faut tenir compte des réalités. On ne va Ouais, pas changer les mentalités bien comme sûr. ça. Je suis une femme noire martiniquaise. En plus, je pense que j'ai peut-être un petit crédit parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent mon père et qui se disent allons voir ce qu'elle a à dire, celle-là. Elle nous intrigue, quoi. Voilà, Ouais. vous n'avez plus de temps de parole, justement, Oh, pour c'est dommage. dire ce que vous avez On a à bien dire, géré. mais vous avez eu le temps de vous exprimer assez largement. Donc, on va passer à la minute de conclusion. Et vu que certains d'entre vous n'ont plus du tout de temps de parole, on va donc rajouter 30 secondes, comme on l'a fait pour les précédents débats. Si vous en êtes d'accord, Madame Surili, parce que vous avez votre minute de conclusion pleine et entière, mais tous les autres ont épuisé leur temps, donc on leur donne Totalement. chacun Vous voyez totalement ce que vous m'avez fait, 30 Mike secondes pour Bah, conclure. c'est pas sympa. Putain, J'ai Et pas vous, les vous aurez épaules. votre Vous avez minute, fait pas de ça souci. Très bien. Alors, selon le tirage au sort, c'est vous, Fabrice Dunon, qui concluez en premier, 30 secondes. Oui, donc Martiniquais, Martiniquaises, électrices, électeurs, je voudrais vous dire que vous recevrez ma profession de foi ainsi que le dépliant sur lequel il y aura mes axes, mes priorités, mes chantiers et j'entends vous servir. J'entends servir une Martinique apaisée dans laquelle on va respecter tous les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur foi, quelles que soient leurs orientations politiques, quel que soit leur genre. Il faudra simplement que vous votiez Fabrice Dunon. Je vous demande de me rejoindre afin que ce projet se réalise. Votez massivement pour votre serviteur dès le 10 juin, Fabrice Dunon et sa suppléante Marie-Hélène Léotin. Je vous en remercie. Madame Sureli. Mon cas adressé comme moi à tout travailleur, à tout le monde qui a rejoint proposition nous, qui démarche là que nous menons et tout le monde qui a cru en nous, nous demandons de voter les candidats de lutte ouvrière, Marie-Hélène Mardi-Sureli au centre et comme suppléant Louis Mauger, Ghislaine Joachim, Arnaud Fort-de-France. Dans le sud, Gabriel Jean-Marie et suppléante Magali Zamor. Dans le nord, Duféal, Alex Duféal et Bredas Jean-Luc. Voilà. Et nous commandons que tout le monde rejoigne nous aussi pour nous monter en grand parti politique afin de parler au nom de travailler. Joanne Godou. Martiniquaises, Martiniquais, les 10 et 17 juin, vous aurez à élire votre nouveau député. Je vous invite à voter pour l'homme du pays et non l'homme d'un clan ou l'homme d'un parti. Je vous invite à voter Joanne Godou et Déborah Louise-Alexandrine, deux jeunes qui ont pris leurs responsabilités et qui ont décidé d'écrire une nouvelle page pour la Martinique. Je vous invite à voter Joanne Godou, le député pour tous, qui s'engage pour une Martinique attractive, car il est un homme dynamique. Merci à vous et je vous souhaite de passer une bonne soirée. C'est à vous, Madame de Virginie, pour conclure. Le mot de la fin. 30 Donc, c'est là, secondes. hein. Oui, 30 secondes. Alors, écoutez, moi, ce que j'ai à vous dire, en fait, c'est que c'est vrai que les idées que je défends, notamment du Frexit, sont des idées qui ne sont pas très populaires. Et que si vous vous posez la question de savoir si... Parce que vous voyez qu'il y a un problème. Vous voyez que les choses ne vont pas bien. Et que notre analyse, c'est qu'il faut chercher un petit peu plus haut, un cran au-dessus de la France. Si vous pensez qu'il vaut mieux vous demander s'il vaut mieux avoir tort avec les autres, raison tout seul, la réponse est vous n'êtes pas tout seul, on est là.
Et on est là pour mener un long combat. Premièrement, dans un premier temps, c'est aider la France à récupérer sa souveraineté. Et ensuite, avec tous les Martiniquais de bonne volonté, travailler au service de la Martinique. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, votez pour moi. Marie de Virginie. Merci, c'est la fin de ce nouveau numéro de Réponse spéciale législative. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Rendez-vous jeudi prochain, 8 juin, pour notre dernière soirée débat avec cette fois les candidats de la circonscription Nord. Et vous serez évidemment au rendez-vous, Mike Irask. Merci, Catherine. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs d'ATV, et très bonne fin de soirée en compagnie de nos programmes.